Problème là-dessus. Avec Agnès Nava, nous avons rencontré quelques-uns de ces visiteurs qui viennent rendre hommage à Elisabeth II. Regardez. C'était un ciment pour la nation, pour tous ces sujets. Et maintenant qu'elle est partie, on se sent tous orphelins. J'ai perdu ma grand-mère, alors j'ai toujours pensé que la reine était un peu une grand-mère pour moi. C'était un repère dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui. Je pense que les gens sont juste venus d'une certaine manière dire merci, ont conscience du poids de l'histoire. Mais il y a un règne tellement grand et long que finalement c'est dans l'ordre des choses. C'est très triste. Tout cela montre à quel point les gens aimaient la reine et la famille royale. Nous connaissons tous cette famille et nous l'avons toujours beaucoup. Voilà, merci Florent Krebseg et Agnès Nava qui est derrière la caméra. Merci pour ces témoignages. Revenons à présent sur cette image qui a pris de court les Britanniques et les journalistes. Le prince William et Harry ensemble devant le château de Windsor avec leurs épouses, comme si leur brouille était pour un temps effacée. Retour sur ce moment très commenté avec Oumi Diallo. Seule la reine pouvait rendre cela possible. Réputés en froid, les deux frères, les princes William et Harry, et leurs épouses, Kate et Meghan, n'avaient pas été vus ensemble depuis mars 2020, après le départ de Meghan et Harry pour les États-Unis. Surnommés ici les Fab Four, les 4 fantastiques, les deux couples ont créé la surprise. Devant le château de Windsor, ils se sont d'abord recueillis devant les bouquets et les mots déposés en l'honneur de la reine Elisabeth II, avant un bain de foule de plus de 40 minutes. Je pense que cela dessine en quelque sorte une ligne sur ce qui s'est passé historiquement. Et c'est un très fort sentiment d'unité, je pense, pour la famille royale. C'était vraiment agréable à voir. Ce fut une agréable surprise. Je pense qu'ils vont faire amende honorable, mettre tout sous le tapis et redevenir frères, parler, communiquer, des trucs comme ça, ce qui serait super. On a besoin de sa famille dans ces moments-là. J'espère qu'ils seront à nouveau comme avant et que cela continuera et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait formidable. Les deux couples sont repartis dans la même voiture, de quoi voler la vedette au reste de la famille royale qui avait choisi de se recueillir à Balmoral, en Écosse, dans le château où la reine s'est éteinte ce jeudi. Les princes Andrew et Édouard et la princesse Anne ont remercié le public présent. Dans le reste de l'actualité, ce chiffre, 3000. Kiev assure avoir repris 3000 km² de territoire aux forces russes. Une avancée majeure, si c'est le cas. Des milliers de personnes auraient fui Kharkiv, affirme un responsable russe. Dans de nombreuses villes, le drapeau ukrainien est hissé, tout un symbole. Des images commentées par Kevin Berg. C'est une route devenue champ de bataille. Tout du long, des véhicules détruits, des grenades, des carcasses de chars de l'armée russe. Un no man's land militaire jusqu'à Balaklia, ville libérée hier par des soldats ukrainiens. À l'entrée, le drapeau ukrainien flotte de nouveau, symbole de la reconquête ukrainienne et soulagement pour ses habitants. Avant-hier, mon ami et moi avons rencontré nos hommes qui ont mis le drapeau sur le bâtiment administratif et aujourd'hui, il a été hissé. Les gens sont heureux de nous voir arriver. Qu'il n'y ait plus d'occupation russe, plus d'oppression, plus de FSB. Mais en même temps, les gens sont traumatisés par l'occupation. Ces dernières heures, le commandant en chef de l'armée ukrainienne se félicitait de l'avancée fulgurante des soldats ukrainiens dans l'est du pays. Plus de 3000 km² sont revenus sous contrôle ukrainien. Autour de Kharkiv, nous avons commencé à avancer non seulement au sud et à l'est, mais également vers le nord. Le président Zelensky en profitait, lui, pour moquer la Russie. Ces jours-ci, l'armée russe fait la plus belle démonstration possible. Elle montre son dos. Et au final, c'est un bon choix pour eux de s'enfuir. Il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les occupants en Ukraine. De son côté, Moscou annonce un retrait volontaire pour renforcer la région séparatiste de Donetsk. Pour atteindre nos objectifs, il a été décidé de regrouper les forces russes déployées dans les régions de Balaklia et d'Izium afin de renforcer les efforts le long du front de Donetsk. Deux discours opposés mais une réalité, l'Ukraine avance
Dernière prise en date, la ville de Kupiansk, située au cœur des routes d'approvisionnement de l'armée russe. Une prise stratégique qui pourrait affecter la capacité de la Russie à ravitailler et soutenir ses hommes sur le front de l'Est. La centrale nucléaire de Zaporijia au centre d'une nouvelle conversation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le président russe l'a mise en garde contre des conséquences catastrophiques des attaques ukrainiennes. Quant au président français, il demande à Vladimir Poutine de retirer les armes lourdes et légères russes du site. Un coup de téléphone à l'initiative du président français. Quel sera le résultat des législatives en Suède? Personne n'ose se prononcer tant ces résultats s'annoncent serrés. Va-t-on vers un troisième mandat de la gauche ou un gouvernement appuyé par l'extrême droite? Les électeurs votent ce dimanche et c'est tout un pays qui s'interroge. Oumi Diallo revient sur les enjeux. Le suspense est maximal. D'un côté, la gauche sortante, de l'autre, une alliance entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Un scénario inédit en Suède, rendu possible par une campagne dominée par les thèmes de l'insécurité et de l'inflation. Dans cette banlieue populaire de la capitale, beaucoup de primo-votants inquiets se sont mobilisés. C'est important de voter pour avoir un gouvernement humaniste, pas un gouvernement raciste tenu par des gens de droite. Il faut aussi plus d'argent pour les écoles et les hôpitaux. La chose la plus importante pour moi, c'est de créer plus d'égalité dans la société, de toutes les façons possibles. Longtemps paria, le Parti nationaliste est en passe de devenir la première formation du nouveau bloc des droites, dans un pays divisé autour de la question migratoire. On était peut-être le pays le plus sûr au monde. Je suis tellement heureuse de mon enfance et de mon adolescence. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut sortir sans avoir peur. Le Parti social-démocrate affirme ne pas savoir pourquoi. Mais nous, on sait que c'est à cause de l'invasion des cultures étrangères. On a besoin d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau leader. Le Parti social-démocrate ne fait pas son boulot. Ils sont tous corrompus. En Suède, le poste de chef du gouvernement revient au premier parti de l'Alliance victorieuse. Très populaire, la première ministre sortante, la social-démocrate Magdalena Andersson, espère rester au pouvoir en s'appuyant, elle, sur le bloc rouge-vert, composé de la gauche social-démocrate, des Verts, de l'extrême gauche et des centristes. C'est très serré. C'est une course très serrée. Ce sera donc aux Suédois de décider. Au total, 349 sièges sont en jeu dans ce scrutin à la proportionnelle, où seuls les partis réalisant plus de 4% obtiennent des sièges. Nous sommes en direct de Stockholm. Anne-Françoise Hiver, bonjour. Vous êtes la correspondante du journal Le Monde. L'extrême droite est au port du pouvoir et pourtant, il y a 4 ans, le Parti des démocrates de Suède était considéré comme des pestiférés. Comment expliquez-vous ce retournement de situation ? Il faut revenir justement 4 ans en arrière. Aux dernières élections en 2018, le parti des SD, les démocrates de Suède, a fait 17% des voix. Et la droite libérale conservatrice a réalisé qu'elle ne pourrait jamais revenir au pouvoir si elle ne s'appuyait pas sur l'extrême droite au Parlement. Et donc, ce qui était jugé complètement impensable il y a encore 4 ans, parce qu'on a un parti d'extrême droite qui est quand même issu de la mouvance néo-nazie qui a été créée par des anciens fascistes en 1988, et ben c'est devenu une réalité. Et donc les dernières années, on a vu un rapprochement notamment au Parlement entre les chrétiens démocrates, les conservateurs, même les libéraux et l'extrême droite. Et donc c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ce soir, voir si cette alliance se concrétise dans les urnes et donne aussi la droite, permet à la droite de revenir au pouvoir. Mais est-ce que c'est l'objectif du chef de l'extrême droite, Jimmie Åkesson, de devenir Premier ministre ? Alors, pas dans l'immédiat. Il dit qu'il souhaiterait obtenir des portefeuilles ministériels. Les autres partis l'ont exclu, donc si jamais la droite l'emporte. Lui, son objectif, c'est clairement d'être le premier parti derrière les sociodémocrates ce soir, c'est-à-dire devant les conservateurs, d'obtenir un très bon score et d'avoir le maximum d'influence pendant les 4 années qui viennent. Cette influence, il pourrait l'avoir, elle pourrait être plus forte s'il était d'ailleurs en dehors du gouvernement et il servait de force d'appoint au parti de droite qui gouvernerait la Suède. Et pour bien comprendre, est-ce que c'est l'immigration qui a été au cœur de la campagne ?
Alors en quelque sorte oui pour certains, mais principalement l'insécurité. On le voyait dans le reportage précédent, la criminalité, une certaine forme de criminalité qui est en hausse en Suède, c'est les homicides par arme à feu, essentiellement le fait de bandes rivales qui se tirent dessus pour le contrôle du marché de la drogue notamment. Alors la droite et l'extrême droite surtout le lient à l'immigration, disent que c'est la faute de l'immigration, il faut donc réduire au maximum l'immigration. L'extrême droite, elle veut même augmenter les retours à la frontière. La gauche, le centre ont plutôt fait campagne sur le thème de l'intégration, reconnaissant pour la première fois quand même, parce que c'est pas évident pour les sociodémocrates de l'admettre, c'était assez tabou, que l'intégration ne fonctionne pas en Suède et donc il faut faire beaucoup plus dans ce domaine, être beaucoup plus exigeant, mais aussi investir beaucoup plus dans les écoles qui ne fonctionnent pas vraiment, dans l'aide sociale, dans l'emploi évidemment. Et donc c'est vraiment sur ce point que les deux blocs se sont différenciés. Après, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut durcir les peines, avoir plus de policiers, etc.